C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. Un jugement accorde un congé parental pour deux papas, donc d'un couple de même sexe qui ont fait appel à une mère porteuse à gestation pour autrui, mais est-ce assez? Et puis tout le reste de l'émission portera sur la littérature, le salon du livre queer de Fierté littéraire, dont le thème est « Quand lire rime avec queer ». À l'heure où l'arc-en-ciel se lève, queer, ça rime avec rire, avec plaisir et avec désir, ben pourquoi pas? Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Alors, on a une grosse émission aujourd'hui, on va parler de littérature, on va en parler en long et en large, mais avant, j'aimerais qu'on parle d'une nouvelle qui est assez importante qui est arrivée la semaine dernière. Un jugement du tribunal administratif du Québec a accordé le congé de paternité aux deux papas ayant eu recours à une mère porteuse ou la gestation pour autrui. Le couple aura donc un total de 37 semaines. Mais c'est loin, ça, des 55 semaines offertes aux familles qui donnent naissance à un bébé ou à celles qui adoptent un enfant. Alors, pour la Coalition des familles LGBTQ+ du Québec, il faut changer ça. Plus tôt aujourd'hui, j'ai rejoint la directrice et générale et fondatrice Mona Greenbaum, qui utilise les pronoms et accords féminins. Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va bien. Mona, donc on utilise toujours le pronom elle avec toi, c'est ça? Oui, exactement. Mona, cette nouvelle-là, c'est quand même intéressant parce qu'on a reconnu donc une famille composée de deux papas. C'est quand même bon, mais peut-être rappelons un peu les faits, parce que j'imagine que tu as suivi ça pas mal, là. Mais en fait, pas de leur cas. En fait, je connaissais pas l'existence de ce cas-là avant qu'on a eu le jugement. Donc, je trouve que oui, c'est un bon jugement. En général, on suit par contre le dossier de le RQAP, donc les congés parentaux, parce que c'est important que toutes nos familles ont accès aux congés parentaux. Puis, on a vu la même Mhm. chose avec l'adoption. Parce qu'à un moment, que ce soit des familles homoparentales ou hétéroparentales, on n'avait pas comme, si on avait un enfant adopté, on n'avait pas le même nombre de semaines de congé parental. Donc ça, c'était important pour nous, pour la gestation pour autrui aussi. Donc surrogacy, personnes porteuses, c'était très important que ces familles Oui, ont oui, le tout à même fait. nombre de semaines parce que c'est important pour l'enfant. Et finalement, pour l'attachement. Donc, c'est comme j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle, mais en même temps, peut-être pas assez. Parce que toutes les autres familles au Québec qui sont fondées d'autres façons, Ah, ils ont 55 semaines de congé parental. Et puis, les familles qui sont fondées avec la mais là, on gestation pour parle des autrui, familles qui peuvent c'est être des juste, familles c'est composées beaucoup de moins de parents semaines qu'ils ont à leur queer, on disponibilité. va utiliser ce terme-là, ou de parents hétéros, c'est la même chose, ou ils ont plus côté. OK, c'est la même chose. Oui, mais oui. Exactement. Donc, c'est pas une discrimination contre les familles Mhm. LGBT qui peuvent faire la gestation pour autrui. C'est une discrimination en général en termes de comment les familles sont fondées. Donc, c'était jusqu'à récemment, c'était la même chose pour les familles adoptives. Ils n'avaient pas le même nombre de semaines parce que la logique ou la façon de penser derrière ça, c'était que fait que la mère n'est pas enceinte. Donc, elle n'a pas besoin de cette congé de maternité. Mais ce que ça fait à la fin, c'est que l'enfant a moins de temps à être avec ses parents, moins de temps à attacher avec ses parents. Donc, le gouvernement Donc, a mais ce reconnu ça jugement-là pour ne va pas assez l'adoption. loin. Le jugement, Et donc, pour puis, les ils deux ont parents qui ont décidé de fait, donner les mêmes qui ont 55 utilisé la semaines gestation pour à autrui des pour avoir parents un qui sont enfant. adoptifs. Donc, ça, c'était une bonne avancée qu'on a eue en 2020.
Exactement. C'est exactement ça le problème. Et puis, en fait, comme il y a eu l'année passée un projet de loi sur la réforme du droit familial, ça incluait un encadrement légal pour la gestation pour autrui. Donc, c'était quelque chose de positif. Et puis, il parlait du fait qu'il voulait comme donner une 55 semaines à ces parents-là. Donc, ça, on allait dans la bonne direction, sauf que le projet de loi, cette portion-là sur la famille est tombé à l'eau. Donc, c'était pas adopté. Il n'y avait pas suffisamment de Wow. temps. Mona, il Donc, on n'y a pas parle un que sujet peut-être ça va sur être les familles ressuscité, peut-être sur ce lequel tu ne peux pas en printemps-là. parler. On va C'est avoir vraiment un autre génial, projet c'était de très loi clair. sur la On n'a gestation pas beaucoup pour de temps parce que autrui. l'émission Et est très puis, serrée. ça Vous allez va nous excuser, il y a eu un petit ennui, puis ça vient de chez moi. Je pensais que il y a eu un déphasage quand on a mixé, puis on l'a pas, je ne l'ai pas noté, mais je pense que c'est au transfert quand je l'ai mis en MP3. On s'excuse, mais on espère que vous avez compris que Mona Greenbaum nous disait qu'il fallait en fait faire en sorte que les familles qui utilisent la gestation pour autrui puissent avoir le même nombre de semaines totales, soit 55 semaines de congé parental entre les deux. Donc, même semaine que si on adoptait ou s'il y avait une naissance. Alors, on s'excuse de ce petit problème technique et on continue. Là, ici, on va tout être en phase, tout le monde. Alors, nous allons parler du Salon du livre Queer de Fierté littéraire. C'est ce week-end à Montréal, samedi et dimanche, de 10h à 17h. Et pour en parler, je vais recevoir plein de monde aujourd'hui. Alors, d'abord, un des deux coprésidences d'honneur, Jonathan Bécotte, nous joint par Zoom. Et nous avons aussi avec nous Claude Lalande, président de Fierté littéraire, et Philippe Aubert-Côté, qui est un des auteurs qui vont participer à ce week-end. Je vais commencer, je demande toujours ça à chaque fois qu'on fait l'émission. Jonathan, on utilise quel pronom et quel accord avec toi? Oh. On peut y aller pour le il, lui, sans aucun problème. D'accord, Philippe Aubert. Pour le il et le lui. Et Claude. Et moi, c'est le tu et le il et le lui. Oui, on va tous se tutoyer. C'est beaucoup plus convivial de cette façon-là. Ben écoute, je vais lancer la question à vous trois. Êtes-vous excités? Eh oui. Oui, hey, vraiment. Tout à fait. Ah, pourquoi vous êtes excité comme ça? Ben, Philippe Aubert, vas-y. Ben, oui, excité aussi. C'est un bel événement, le Salon du livre de Fierté littéraire, tu sais, qui est amené à grandir et qui est vraiment passionnant, mais qui, tu sais, on sent encore un peu, tu sais, comme quand on est invité là, c'est une responsabilité aussi d'apporter quelque chose d'intéressant aussi, d'aider pour la cause de même. Là. Donc, ça crée un petit stress, mais une petite excitation positive aussi. Oui, il y a toujours un peu de politique qui est accroché à tout ça. On n'y peut rien. Hein? Ah ouais. Jonathan, justement, toi, comment tu te sens vis-à-vis de tout ça? Ben moi, ce qui m'intéresse vraiment avec ce salon-là, c'est surtout le rayonnement de certaines voix qu'on n'a pas assez, qu'on n'entend pas assez. En tant qu'enseignant, par exemple, je trouve encore que les livres qui sont offerts à mes jeunes, une grande hétéronormativité qui règne sur notre littérature qui est offerte aux jeunes. Donc, je vais essayer, dans mes prescriptions le dimanche, d'amener des suggestions de littérature diversifiée qui pourraient être intéressantes à présenter aux jeunes. Oui, parce que les deux coprésidences d'honneur vont faire des prescriptions littéraires. Jonathan dimanche, Mathieu Cassando va le faire samedi. Claude, je sais que t'aimes bien qu'on parle de toi comme étant l'éminence grise à cause de sa couleur de cheveux. Mais es-tu excité? Je sais que tu es toujours très calme, mais j'imagine que quelque part là-dedans, là. L'adrénaline est très haute, je dois dire. Ouais. Pas seulement à cause du salon et du thème, mais aussi beaucoup de travail qui va là-dedans, des bénévoles, des personnes qui se préparent à participer. Moi, je vais conduire le camion pour les locations de table le vendredi. Alors, ça va être intéressant tant qu'il fait beau. Il va faire froid, par contre. Hein? Oui. Très froid. En fait, j'ai oublié d'être transparent ici. Vous savez que je porte plusieurs chapeaux dans la vie. J'en porte tellement, ça va me prendre plusieurs têtes finalement pour toutes les porter. Mais je suis aussi directeur général et artistique de Fierté littéraire. Mais aujourd'hui, je suis l'animateur de l'émission. Vous parlez, vous expliquez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année dans cette deuxième édition? Je lance la question à vous trois. Ben, je pourrais dire que
il y a des thématiques pour les panels, d'abord, qui sont extrêmement intéressantes parce que on a beaucoup parlé dans notre littérature de coming out depuis des siècles. Mhm. Mais là, on innove en parlant de l'imaginaire dans la littérature queer, ce qui est une nouvelle dimension. Il y avait de l'imaginaire passé avec la duchesse de Langeais qui avait une vie imaginaire très riche, mais c'était dans le passé. Là, on s'approche de la science-fiction. En fait, c'est très excitant et Philippe Aubert est une des personnes qui va participer à ce débat-là. Ouais. Alors, Philippe Aubert, l'imaginaire queer, c'est important ça, c'est le fun. Oui, parce que au niveau de l'imaginaire, il y a eu beaucoup de personnes queer qui ont contribué à la naissance des genres fantastiques et de la science-fiction aussi. Et des fois, on le sait pas beaucoup, mais je fais juste penser à, sans faire trop de name-dropping, là, Mary Shelley qui a écrit Frankenstein, qui était entourée de personnes queer. Son mari et Lord Byron, ont imaginé Frankenstein, mais ils ont imaginé plusieurs histoires d'horreur, dont ça, lors de leurs vacances. Henry James, qui avait jeté les bases de l'histoire de fantômes, était homosexuel, c'est très discret aussi. Mais c'est que même le mot queer, quand on y pense, la communauté gay est beaucoup associée aussi au fantastique. Hein? Je veux dire, Le Magicien d'Oz, qui est le film emblématique de la communauté gay, c'est un film fantastique. Ouais. Dans lequel on a puisé des chansons, des symboles, tout ça. Puis bon, j'ai toujours trouvé que la méchante sorcière de l'Ouest, là, sur scène, avec sa boucane, là, ça ferait un beau show de drag queen, aussi. Tout ça. Mais justement, je vais faire interagir Jonathan, parce que, Jonathan, une des raisons qu'on t'a demandé d'être coprésidence d'honneur, c'est parce que, tu écris des romans, mais tu as aussi un intérêt pour la littérature jeunesse, et ça, c'est vraiment gros cette année. On met 2 heures par jour pour la jeunesse. Parle-nous un peu de l'importance de cette littérature-là. Ben oui, puis sincèrement, le fait aussi qu'on est rendu en 2023, c'est un salon qui est en présentiel, il va y avoir des heures du conte et tout ça. Donc, je pense que c'est très important de développer une littérature queer au niveau de la jeunesse parce que on met les bases. Donc, on essaie de justement déconstruire ces espèces de moules dans lesquels on a été conditionnés. Le prince, la princesse. Ben non, 2 princesses, 2 princes, un princet, tu sais. Ou peut-être Donc, 3 princes ensemble, ça peut être intéressant en troupe. Là. Écoute, ben oui, tout à fait. Tu vois, gars, je suis encore pogné dans mon système, tu sais. Donc, puis également, tu sais, en tant qu'auteur, je suis quand même auteur majoritairement jeunesse pour l'instant. Puis je pense que c'est une des missions que je me donne en écrivant à la jeunesse, c'est de leur proposer des modèles différents, de leur montrer qu'il n'y a pas juste une ligne de vie, ou du moins que on est rendu là, je pense, là, à normaliser. J'aimerais aussi te donner l'occasion de nous parler, puis je t'avais prévu jusqu'à écart, mais si t'es d'accord, je te garde jusqu'à la fin de la première demi-heure, Jonathan. Mais j'aimerais ça que tu nous parles tu lances un nouveau livre cette semaine. C'est un livre jeunesse en plus, hein, c'est ça? Oui, effectivement, c'est fin de faire un petit clin d'œil. C'est mon livre Hommage à mon papa qui s'appelle Tache d'huile. Ben, mon père s'appelle pas Tache d'huile, là, c'est Tache d'huile. Et oui, ça sort, tu vois, ça sort la fin de semaine du salon. Une des raisons pour lesquelles je pourrais pas être là vendredi, mais je vais me rattraper, je vais être là dimanche toute la journée, inquiétez-vous pas. Oui, c'est ça, Tache d'huile, qui est un album jeunesse et qui parle d'une relation entre un père et un fils. Un fils qui est plus du côté des arts artistiques sensibles, qui n'aime pas se salir les mains, et son père mécanicien qui, lui, revient le soir avec les mains toutes tachées, puis une chienne de garagiste qui sent l'essence. Ouais, ça va sentir. Oui, c'est ça. Mais tu te changeras avant de venir dimanche. Non, c'est ça. Hey, je prends une douche avant d'arriver. Philippe Aubert, il y a aussi la bande dessinée. On va y aller, mais on va reparler de ça un peu plus tard. Mais la bande dessinée aussi, c'est quelque chose qu'on fait de spécial cette année à Fierté littéraire. Oui, puis moi, je vais être sur un panel surtout pour parler du manga, un peu des super-héros et tout ça. Parce qu'il y a depuis quelques années une production japonaise, c'est beaucoup centrée sur les thèmes LGBT, qui est très populaire aussi et qui est accessible, dans lequel il y a toutes sortes d'histoires vraiment intéressantes qui sont abordées. Donc, c'est un phénomène culturel qui vaut la peine d'être exploré. Donc, on va en parler aussi samedi. Claude, qu'est-ce que toi, tu retiens dans la programmation et qui t'interpelle?
Il n'y a pas de littérature pour seniors, fait que toi et moi, on va s'ennuyer un peu, mais c'est pas grave. Ben, les heures du conte, en fait, ça a été mentionné tantôt, on innove encore un peu parce qu'on est habitué aux heures du conte par les drag queens, mais on va avoir une de nos 2 heures du conte par des drag kings. Oui, hein? Hervé Métal et Rock Bière. Et Rock-Bière. Bon. Alors, ça devrait être tout à fait excitant. Moi, je sais pas à quoi m'attendre, puis j'anticipe avec délectation ce moment-là. Et Jessie Précieuse va faire l'heure du conte de drag queen Oui, le dimanche. le dimanche. J'aime beaucoup son nom, hein, Jessie Précieuse. Si tu le dis vite, je suis précieuse. J'adore ça. Jonathan, toi, qu'est-ce que tu as hâte de voir ce week-end particulièrement? Ben oui, je pense que Claude m'a volé mon petit punch, mais je suis d'accord que moi aussi, l'heure du conte, surtout une heure du conte, justement, on connaît les heures du conte de Barbada, qu'on adore et qui, je pense, a soulevé un débat hyper essentiel et pertinent cette année. Mais moi, la science-fiction, c'est pas mon genre, c'est pas quelque chose que j'écris, mais j'ai hâte d'assister à cette table ronde-là, justement, pour en apprendre puis pour entendre des voix queer là, s'exprimer sur ce qu'ils connaissent beaucoup mieux que moi là, à ce sujet-là. Ça me met de la pression. Ça va être... Je vais les gens sont intéressés. Alors, mes amis, restez en place. On va aller à une autre entrevue que j'ai dû préenregistrer avec Jennifer Ricard, qui est une des animatrices, en fait, de ce week-end. Mais on revient après. Ben justement, puisqu'on parle des thèmes de fierté littéraire, de son salon du livre, les thèmes de cette année, on parle beaucoup donc de la littérature de l'imaginaire, la science-fiction, le fantastique, etc. Et on parle aussi de la bande dessinée. Alors, qui de mieux pour animer nos discussions que Jennifer Ricard, qui est bibliothécaire à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Salut Jennifer! Allô, Denis Martin! Alors, d'abord, on va parler des tables rondes que tu vas animer. Parlons de celle qui est le samedi, qui est sur la bande dessinée. Alors, qu'est-ce que tu vas essayer de faire ressortir dans la bande dessinée dans un contexte queer? Ben, on va regarder un peu l'historique, la diversité qui existe dans les comics, dans les BD, mais aussi les mangas. Un sujet que je connais beaucoup, beaucoup. Denis Martin sait que j'en ai quelques-uns à la maison. Oui, tout à fait. Puis regarder un peu les différentes façons que le queer apparaît, mais aussi aller dans l'underground puis voir comment, quand on sort du mainstream un peu, comment la BD queer, comment ces sujets, comment ça apparaît là-dedans, dans les zines, dans les plus petites presses. Donc, il y a vraiment beaucoup à voir. C'est très riche, la bande dessinée queer. Et c'est très démocratisé parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui le font eux-mêmes, publient quelques exemplaires. C'est pas autant contrôlé que la littérature en général, si je comprends bien. Oui, vraiment. Puis vous avez juste à faire un tour au Festival de BD de Montréal où on voit tous les petits producteurs amateurs avec leurs zines puis tout ça. Puis je trouve que ce type de bande dessinée a tendance à être plus counterculture, j'utilise du bon français aujourd'hui. Ouais, à contre-courant, oui. À contre-courant. Ouais. Puis on voit beaucoup de nos créateurs, créatrices queer qui se produisent là-dedans. Donc oui, je vois beaucoup plus de liberté là-dedans. L'autre table ronde, parce que c'est un autre sujet qui nous interpelle, la fierté littéraire, c'est longtemps qu'on voulait en parler, c'est la littérature qu'on dit de l'imaginaire. En fait, toute la littérature est de l'imaginaire, mais celle-ci plus particulièrement parce qu'on parle de science-fiction, de fantastique. Donc ça va être le dimanche. Qu'est-ce que c'est que tu veux faire ressortir à ce moment-là dans cette table Ben, ronde? on a beaucoup de chance dimanche. On a des gens vraiment intéressants pour nous parler des auteurs, autrices de romans de science-fiction. Je nomme Chris Bergeron, Philippe Aubert-Côté, mais on a aussi un des copropriétaires de Saga qui est une librairie. Mathieu Lauzon-Dixon, oui. Oui, exactement, Oui. merci. Qui est de la librairie Saga qui
vraiment se concentrent sur le fantastique, la science-fiction. Puis moi, je pense que c'est des genres qui sont vraiment intéressants à explorer parce que la science-fiction en particulier, ça nous permet à la fois de creuser les problèmes de notre société en regardant l'avenir, mais aussi d'imaginer des mondes où ce que l'homophobie, la transphobie n'existent pas. Donc, tu sais, oui, c'est deux choses contraires, mais qui sont toutes les deux possibles là-dedans. Je vois depuis le début de la science-fiction puis de la fantasy, du queer, tu sais, on peut aller jusqu'à Dracula, que si vous l'avez lu, est très gay. Euh, Ben oui, ça a ben toujours oui. fait partie de ces genres-là. Mhm. Donc, je veux parler à nos auteurs, autrices d'ici pour voir comment ça se développe au Québec, mais aussi voir tout le potentiel de ces livres-là. Et je terminerai parce que, Jennifer, les gens qui ne te connaissent pas vont te connaître au Salon du Livre. Tu es une personne pleine de vie, pleine d'énergie. Et je vais te laisser te définir toi-même. Pourquoi tu aimes ce genre de littérature? Et il veut pas que je dise que je suis une grosse nerd, mais je suis une nerd. J'adore. Bienvenue dans mon club. Mais j'adore m'échapper, j'adore imaginer, euh, j'adore découvrir de nouveaux mondes. Je trouve que c'est merveilleux. Euh, et je pense que c'est des mondes où ce que les extraterrestres, les trolls sont possibles, ben, un meilleur monde pour nous, les queers, c'est possible aussi. Ouais, tu sais, à choisir entre Twitter puis la science-fiction, on va aller dans la science-fiction, n'est-ce pas? Ouais, ouais, ouais. Les gens sont un peu plus gentils, même s'ils ont même s'ils ont des épées des fois. Ben oui. Hey, Jennifer, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, puis on va se voir donc samedi, dimanche qui vient. Oui, j'ai très hâte. C'était Jennifer Ricard, qui est bibliothécaire à Bibliothèque et Archives nationales du Québec et qui va animer 2 tables rondes au Salon du Livre de Fierté littéraire. Bon, alors, on retourne en studio avec... est-ce que je suis entouré de nerds, probablement, hein? Oh oui, oui, oui. Oui. Ben, justement, je pense que je vais t'envoyer la question, Philippe Aubert. Tu as écrit des romans, j'en ai lu un, une espèce de brique, mon cher ami, là, c'est quelque chose, hein. Mais dans la science-fiction, puis des personnages queer, il y en avait dans tous les univers, de toutes les sortes. Donc, toi, là, tu les mets, tes personnages, tu en mets des personnages queer dans ta littérature. Oui, il y en a toujours eu depuis les premiers textes que j'ai écrits, là, même non publiés. Tu sais, je me souviens d'une histoire où j'avais imaginé un savant qui devenait un loup-garou et le loup-garou, lui, était gay. Et en plus, il y avait un croche sur le policier qui essayait de l'attraper, tu sais, alors... Oui, parce que ton policier, dans le livre que j'ai lu, vraiment... Puis à partir de la manière tu l'as décrit, je dis, mon Dieu, je pense que je vais me faire arrêter bientôt, là. Oui, en effet, j'avais mis un personnage queer qui tombe même amoureux d'un Asiatique qui est un homme renard, en fait. Là. Donc, en plus, au côté homosexuel, on ajoute même une dimension comme interespèce magique en plus. Là. Donc, plus queer que ça, tu meurs. Mais c'est que aussi, j'abordais d'autres aspects comme même le polyamour, mais de façon très subtile. Mm-hmm. Parce que les 3 personnages principaux du roman en question, le sculpteur de vœux, c'est... un tatoueur qui est comme en relation avec une femme sœur, puis ils ont comme un démon japonais aussi, puis ça forme une triade, tu sais, donc 2 gars avec une femme, tu sais. Donc j'étais vraiment allé dans ces aspects-là. Le but du roman, c'est de faire un manga en prose, puis comme je le disais un peu tantôt, dans les bandes dessinées japonaises, des fois, le côté queer ou sexualité un peu bizarre, alternative, on l'aborde souvent, puis j'avais essayé de reproduire cet aspect-là. Donc il y en a. Mais il y en a un peu dans tous mes récits, là. Un peu, là, c'est une façon un peu de voir le monde aussi, puis de créer un peu un sense of wonder, puis de dépayser le lecteur aussi, le lectorat, de voir des personnages hors normes différents, là, ça crée une certaine ambiance. Là. Puis tes personnages, ils sortent pas du placard. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Pas que la sortie du placard, c'est un thème qui a été très important dans notre littérature. Il l'est probablement encore pour les autres minorités qui n'ont pas eu la chance que nous, on a eu là, de prendre l'avant-plan. Alors, cette sortie-là, elle est encore pertinente, mais c'est le fun d'avoir des romans où les gens sont comme ils sont. Merci, bonsoir. Exact. C'est que ils ont fait leur coming out et on voit ce qu'ils subissent, ce qu'ils vivent après, disons. Et Jonathan, je sais que c'est pas ton genre littéraire, mais tu écris beaucoup de romans pour la jeunesse. Est-ce que ça aussi, c'est important pour toi de mettre des éléments queer là où c'est approprié?
Oui, ben tout à fait. Puis tu sais, je t'entendais parler de coming out, puis malheureusement, tu sais, avec, pas, j'ai dû écrire là-dessus, mais étant donné que je m'adresse à la jeunesse, je me suis quand même penché comme un ouragan parce que juste donner un outil ou peut-être encore une fois, mettre les bases à, pardon, à une espèce je sais pas comment dire, mais de donner un référent aux gens. Mais ce que je trouve intéressant avec ce que vous dites, c'est que éventuellement, effectivement, on va pouvoir mettre des personnages, là on parlait de personnages tu sais, homosexuels, tout ça, qui n'ont pas à faire leur coming out, qui sont des personnages à part entière et que l'enjeu de leur trajectoire narrative n'est pas de devoir confier leur vraie nature à leurs proches finalement. Claude Lalande, moi je sais que tu es un lecteur assidu. L'importance du queer dans la littérature, pour toi, c'est quoi? Ben, c'est que je me reconnais là-dedans. Moi, je me décrivais comme un homme gay jusqu'à assez récemment, mais je trouve que les gens de ma génération sont souvent un peu trop radicaux dans leur perception de la diversité. Ouais, un peu conservateur, qu'on dirait, oui. Très conservateur même. Alors moi, je me considère plus queer maintenant, même si j'utilise les pronoms masculins, là, parce que j'ai découvert par la littérature une belle diversité dans la diversité, ce qui est de toute beauté. Puis fierté littéraire, dans ces événements, on a créé des événements pour beaucoup d'intersectionnalité, je dirais. C'est très beau de voir ça dans notre littérature, justement. Je vais faire un dernier tour de table. Jonathan, on va te voir donc ce dimanche. C'est moi qui vais t'interviewer sur scène, donc dimanche Oui. à 12h30? Non, Midi. Midi. Ouais, Et à 13h, c'est tes prescriptions littéraires. exactement. Fait que, puis on va te voir après ça, tu vas être là pour dédicacer des livres. Oui, je vais être au centre toute la journée dimanche. Philippe Aubert, je sais que tu restes pour la deuxième partie de l'émission, mais pour les gens qui nous quittent, on ne sait-on jamais. Non, restez, on est là jusqu'à 6h ce soir. On a encore une bonne demi-heure devant nous. On te voit quand, toi? On me voit samedi au panel sur la bande dessinée, donc animé par Jennifer et avec Dynamie Mathieu Cassendo. Puis on est dimanche aussi le panel sur science-fiction fantastique queer, aussi animé par Jennifer. Je vous remercie. On va laisser aller Jonathan Bécotte. Merci, Jonathan. On se voit donc dimanche au Salon du Livre. Merci Salut, beaucoup. à dimanche. À dimanche. Alors, l'émission se poursuit dans à peu près... Oh mon Dieu, il nous reste 40 secondes avant qu'on me coupe. Et je ne suis pas rendu à la page pour vous dire qu'est-ce qu'on a en deuxième partie. En deuxième partie, il y a Philippe Aubert-Côté qui reste avec nous et Claude Lalande. Et on ajoute Jessie Précieuse qui va nous parler de son heure du conte au salon. Et le beau Brian Saint-Louis. Je suis un ami Facebook avec lui, fait que je peux vous le dire, il est vraiment beau sa photo de profil. À moins que ce ne soit pas sa photo. À tout à l'heure. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dans cette deuxième demi-heure, on continue en littérature parce que, comme on l'a dit tantôt, lire, ça rime avec queer, puis queer, c'est comme écrire, reluire, jouer... Non, on va pas là. Juste au cas qu'il y aurait des jeunes oreilles à l'écoute. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabot-auteur. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, notre émission spéciale sur le Salon du livre queer de Fierté littéraire se poursuit. Et à nouveau, en toute transparence, je vais quand même vous admettre que je porte plusieurs chapeaux dans la vie. Je ne suis pas seulement qu'animateur de radio ici, je suis également directeur général et artistique de Fierté littéraire. Donc, mais c'est pas moi qui vais en parler. J'ai invité des gens pour en parler, comme ça va être plus intéressant. Et la conversation se continue. Donc, on a en studio avec nous toujours encore Philippe Aubert-Côté, qui est auteur et qui va être sur 2 des discussions qui auront lieu ce week-end.
Claude Lalande qui est président de Fierté littéraire. Et là, on accueille Alex Verville de jour, Bonsoir. météorologue à Météo Média et souvent drag queen le soir, c'est ça? Plus souvent drag queen de soir que météorologue de jour, je te Ah dirais. oui, ok. Ouais. Et on t'a vu à Call Me Mother sur Oui. RTV et il n'y aura pas de divulgachage ici. Moi, j'ai vu la saison, je sais ce qui se passe. Puis je sais pas, les autres qui l'ont vu, on le dit pas. Les gens écouteront. Tant pis pour Il eux. devrait. Vous pouvez Ouais, écouter vous pouvez prendre un 7 jours là, d'essai gratuit. Là. Sur Out TV. Abonnez-vous. Écoutez ça en 7 jours, 7 épisodes. C'est 9 parfait. épisodes. 9 épisodes, c'est parfait. Donc, mais on va te voir ce week-end en Jessie Précieuse Oui. à l'heure du conte de dimanche. Exactement. C'est la première fois que tu vas faire ça. Oui, c'est la première fois que je vais faire une heure de compte. Pas la première fois que je vais essayer de pas crever des yeux d'enfant avec mes faux ongles, mais c'est la première fois, oui, que je vais devoir lire un conte et essayer de tourner des pages avec des faux ongles. Alors là, aujourd'hui, pour les besoins de la cause, tu es venu en civil. Alors, on t'appelle Alex. Tu peux m'appeler comme tu veux, je réponds tout le temps. Ça commence bien. Et les pronoms, on utilise... N'importe lesquels, je suis pas regardant. Pas compliqué, hein? C'est pas compliqué aujourd'hui. Ben justement, l'heure du conte de dimanche qui s'en vient. Ouais. Donc, la première fois, est-ce que tu es un petit peu fébrile? Est-ce que ça t'inquiète un petit J'étais peu? un peu habitué de parler, fait que j'étais un peu dans mes bottines pour vrai, ou devrais-je dire mes talons. Ouais. Mais oui, j'ai hâte de voir j'ai goût de dire un festival, mais c'est pas un festival, c'est un salon du livre quand même. J'ai hâte de voir l'événement, j'ai hâte de voir qui va être là, j'ai hâte de voir les enfants émerveillés, j'ai hâte de voir tout cet événement-là, fait que j'appréhende mon dimanche. Ah, ben c'est bon, c'est bon. Parce que, Jessie, tu vas lire un texte assez particulier. Oui. Je vais expliquer un peu mon univers à tous ces enfants-là. Et si on veut expliquer ça d'une autre façon, je fais le summum du grooming. La grande crainte de tous les conservateurs de ce monde, une drag queen qui lit une histoire de drag queen à des enfants. Ben justement, j'allais en parler de ça. Ça a quand même été très controversé. Récemment, aux États-Unis, il y a eu des menaces, des attaques contre... Pas juste aux États-Unis quand Et même. ici à Montréal aussi, c'est arrivé. Montréal, partout au Canada, oui. Alors, ben nous, on va s'assurer qu'il n'y a pas de problème. J'espère. Mais j'ai amené ma veste par balle si jamais. Fait qu'on est correct. Ça me fait une vraiment belle poitrine. Mais comment tu réagis quand tu vois ça? Ça dépend. Tu sais, j'ai jamais eu de menace directe envers moi, fait que je peux pas vraiment répondre à cette question-là, mais à Météo Média, je le fais en Jessie Précieuse des fois, puis pendant la fierté, effectivement. C'est un tas de gens haineux, mais c'est plus gros que soi. Là. C'est vraiment pas... Je vois pas ça comme étant une attaque sur moi, c'est plus c'est même pas une attaque envers personne, en fait. C'est juste des gens qui démontrent un manque d'éducation parfois, un manque de tolérance, des choses comme ça. Au final, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui soit dans cette position-là, ce commentaire-là sortirait. Je pense que c'est vraiment plus une question de société, une question de où est-ce qu'on en est, puis une question de... Aujourd'hui, on dirait qu'on a comme tellement passé du temps à dire que la gauche, c'était ce qui était le bon et ce qu'on devait faire, que là, aujourd'hui, la droite est comme non. Là, moi, je peux me lever puis dire quelque chose. Puis aux États-Unis, ça a commencé. Fait que là, ça découle un peu ici. C'est vraiment plus un mouvement, je dirais, qu'une attaque personnelle. Je pense vraiment pas que quelqu'un va tuer une drag queen un jour, là. On espère que on non. Bien honnête, là. C'est à prendre au sérieux, mais c'est ça. C'est pas... Je me sens pas moi-même comme la personne ostracisée, là. C'est vraiment plus une... C'est plus gros que nous. Lors du conte, ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu vas lire un livre qui est Mon papa est une princesse, je pense que oui, qui est de Dana Blue. Et l'illustratrice, je ne me rappelle plus de son nom, alors vous allez m'excuser. Catherine Petit. Merci. Ah, mon Dieu. J'ai un cellulaire avec des notes devant moi. Ah, j'ai aucun mérite. C'est parce que moi, je ne l'avais pas écrit sur ma feuille parce que je lis sur mes feuilles ici. Je ne travaille pas avec le cellulaire parce qu'un jour, mon cellulaire a décidé que ça me tente plus de fonctionner. J'ai 10 ans de radio en arrière de ma petite cravate. Ah, ouais. On s'est habitués. Il est plein. Ouais. Alors, justement, pourquoi c'était l'heure du conte avec des drag queens? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait pour les enfants et tout? Ben, tu sais, les enfants sont déjà attirés à la base par des choses flamboyantes, colorées, des personnages. Les personnes qui aiment le plus se déguiser dans le monde sont les enfants et les homosexuels, soyons bien honnêtes. Donc, au final, de mettre des drag queens, ce serait le même principe que de mettre Minnie Mouse ou n'importe qui des personnages de Disney. Tu sais, c'est vraiment plus une question de... C'est un personnage, premièrement, c'est quelqu'un qui te lit une histoire, un personnage flamboyant qui est, on va se le dire, beaucoup plus intéressant qu'un lecteur du civil qui vient lire une histoire, si on veut, pour les enfants, bien sûr. Puis, au final, ben, je pense que pour les drag queens aussi, c'est une façon de montrer que, comme,
pas dangereuse, là, tu sais. On est vraiment là juste pour de l'entertainment, du divertissement pour les enfants. Puis, ben, ces enfants-là, après ça, ont une ouverture plus grande parce que ils se posent pas les mêmes questions qu'un adulte au final en regardant. C'est juste comme, wow, une femme avec une très, très, très grave voix. Tu sais, qu'il y a pas d'autres questions qui se posent, c'est vraiment juste, ils ont un bon moment, puis ils voient une ouverture. Puis là, le fait de lire une histoire de drag queen, ben, c'est drôle parce que c'est un peu comme, c'est bizarre, on va se le dire, mais tu sais, c'est le fun parce que ils vont quand même comprendre la créature qu'ils ont devant eux sans avoir peur ou peu importe, tu sais. Claude, l'idée d'avoir l'heure du compte, ça fait 2 fois qu'on le fait, toi et moi, et cette fois-ci, c'est important. Ah, c'est très important. Puis, tu sais, quand on y pense, ma génération, Fanfreluche, c'était une drag queen. Oui, elle se donnait juste à être une femme dans la vie. Mais c'est la même chose, c'est la fantaisie, puis... Ben oui, complètement. C'est la fantaisie, puis il y en a depuis des années, là, je veux dire, Robin Williams. Je pense qu'il y a pas plus de rôles féminins. Marc Labrèche a toujours été femme, homme, peu importe, dans ses émissions. Fait que je trouve ça juste extrêmement drôle en ce moment, ce qui se passe. Tu sais, beaucoup dans les médias au Québec, on essaie de faire mousser ça quand on est probablement un des territoires les plus tolérants et les plus passionnés de drague. Fait que c'est juste drôle de voir des gens qui essayent de monter du monde contre les dragues, mais au final, il y en a toujours eu des drag queens. Puis l'heure du compte, c'est pas juste pour les enfants. Moi, j'ai eu un plaisir fou l'an dernier quand Barbada l'a fait, et puis quand... comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Oh my God. Oh my God. Ouais. On a tellement ri. D'ailleurs, Oh my God qui chantait, c'était tellement drôle. Philippe Aubert, tout cet aspect queer qui est un peu, comme l'expliquait Alex, il y a tout cet aspect du fantastique. Hein? Finalement, on retombe dans la thématique du Salon du Livre. Ben, le côté fantastique, merveilleux, flamboyant. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais, les enfants qui sont émerveillés. Puis, tu sais, je me souvenais de Jean Cocteau, là, quand il a fait La Belle et la Bête, qui disait les enfants aiment ou croient ce qu'on leur raconte et tout ça, puis on peut les émerveiller. J'ai repensé à ça que les enfants jeunes voient les drag queens, c'est merveilleux pour eux, puis ça va rester merveilleux tout le long après. Oui. Et les contes que j'ai vus, moi, l'année passée, étaient tellement... je me souviens de Barbada ou Madal aussi, comment qu'ils étaient émerveillés avec de la lumière dans les yeux, les enfants. Là. Puis c'était des beaux contes qu'on leur racontait. Une belle leçon de tolérance et tout ça. Là. Moi, c'était formidable. Mais c'est vrai que le côté flamboyant, fantastique, c'est attirant aussi. Oui. Mais moi, ils m'ont tous fait lire les contes qu'ils allaient lire avant parce que je suis un petit peu... Je suis pas... Comme organisateur, des fois, je suis un petit peu... un peu. Ben non, j'ai besoin de tout savoir ce qui se passe. Okay. Ça fait partie un peu du control freak, là, mais pas au point où je dis aux gens quoi faire. Mais j'ai tellement aimé, je les ai lus, et quand je les ai entendus, c'était tellement pas la même chose. Tellement pas. Est-ce que c'est une... Nous, on est dans le Salon du Livre, vraiment une thématique du fantastique, de l'imaginaire, parce qu'on a découvert que queer, c'est aussi étrange, que l'imaginaire peut être étrange. Hein? Et... toi, vis-à-vis de la littérature, tu te sens quelle sorte de littérature que t'aimes? Eh mon Dieu! Je voulais pas que t'ailles là. Ah oui? Les auditeurs vont même pas venir au Salon du Livre me voir si je dis ce que j'ai à dire. J'ai pas lu un livre depuis vraiment longtemps. Ben non, c'est correct. La dernière fois que j'ai lu un livre, c'est Papa est une princesse. À l'université, j'ai arrêté de lire. Tu vas voir que traumatique dans ma vie. Tu vas voir que ça va être vraiment le fun, puis tu vas vouloir lire beaucoup, beaucoup, beaucoup après ça. Non, mais je lisais énormément quand j'étais jeune. Là. J'étais un grand lecteur, mais l'université m'a détruit la gang. Soyons honnêtes là-dessus. Mais non, je lisais beaucoup Je déteste les films d'horreur, je suis pas capable. Ma phobie, c'est de faire le saut. Fait que je ne regarde pas de films d'horreur, mais je lisais énormément de livres d'horreur. Il y a beaucoup de livres d'horreur queer en plus. Ouais, là, je pense que je peux aller là-bas. Là, j'étais très dans le placard à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Dans le placard, en fait, ce qui est horrible, c'est quand tu ouvres la porte, oh mon Dieu, comment ça va se passer? C'est ça. Si j'avais pas des films d'horreur, j'ai eu peur d'ouvrir la porte du placard. Ouais, mais on devrait comprendre ça. Les monstres sont dans le placard. On va les aider à en sortir. On aime ça, les monstres, hein? Oui. Ah ouais. Moi, j'avoue que, vous savez qu'il y a une certaine porno maintenant qui se fait, qui est une porno de bande de dessins animés. Et je me dis, oh boy, on est rendu loin, là. Je pensais pas que ça existait. Alors, des personnages que tu crées dans tes livres, là, maintenant... J'ai déjà écrit une histoire de pornographie avec des monstres. Ouais. Il faudrait que je lise ça, peut-être. C'est l'histoire que je lis ce samedi au Salon du Livre pour les enfants. L'histoire de... Ah, l'histoire... Oui. On était tu voulais tout savoir, mais celui-là, on l'a gardé secret pour que tu le saches. On n'était pas censé lui dire. Ouais, excusez. Laissez aller. Vous êtes drôle. Ben, justement... Puisqu'on a quelqu'un qui fait de la météo, il va faire quel temps ce week-end? Je le sais pas. Je travaille le week-end.
C'est vraiment, je te dis, mais je suis comme je suis une grande fraude. Les gens pensent que je connais la météo tout le temps, mais non, je travaille juste 2 jours par semaine. Je pense. Ah, bon. Fait que je décroche. Mais là, il est censé. Je sais pas. Il annonce Je du sais pas. froid. Il va y avoir de la neige jeudi. Ça, je peux te le dire. Ouais, puis il annonce des fois de Moins 21 jeudi. Non, vendredi. vendredi. Après le système. Ouais. Ça, Et oui. ça va être aussi samedi. Fait que si les gens veulent venir au show, ils peuvent venir au Salon du Livre. Hein? Il va faire chaud. Oui. Oh, il va faire chaud. Ça va être hot, comme dirait l'autre. Mais Ben- là, même pas le chauffage trop fort. Là. J'ai 4 paires de collants et un divan, ses hanches. Je m'en vais à chaud. Puis je vais avoir mes 2 mains prises sur un livre. Je pourrais pas me faner à la face. J'aimerais ça que tu mettes un petit air clim là-dedans. On va avoir Claude qui va aller avec, Merci, Claude. avec un fan. Je compte sur toi. Donc, on se voit tout le monde samedi et dimanche au Salon du Livre de Fierté littéraire, au Salon du Livre queer. Restez, on va rejoindre maintenant Brian Saint-Louis, qui est notre chroniqueur littéraire dans sa chronique Elle comme dans l'air, tout de suite après. Alors, c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève et puis on continue l'émission. On parle toujours de littérature et du Salon du Livre queer de Fierté littéraire qui a lieu ce week-end, samedi et dimanche 4 et 5 février, à la Comédie de Montréal, 11-13 boulevard de Maisonneuve-Est. Comment puis-je savoir... Oh, il y a un chien qui jappe pendant qu'on parle. C'est parce qu'on a avec nous, donc, qui se joint à la discussion, Brian Saint-Louis, qui est notre chroniqueur littéraire, qui est en train de, justement, de dire à son chien d'arrêter de japper. Alors, pendant qu'il fait ça, les merveilles du Zoom, on voit ce qui se passe. Pendant qu'il fait ça, revenons sur certains titres à suivre ce week-end. Je sais que... Ah, il est de retour. Bon, on va aller avec toi tout de suite, Brian. Comment ça va, Brian Saint-Louis à Québec? Comment vas-tu? Ah, ça allait bien jusqu'à temps que ma visite. C'est un chien que je garde cette semaine qui jappe quand il voit son reflet dans un miroir. Ah. Donc, ça met beaucoup d'action dans mon appartement. Et, Moi, ça habituellement, fait je une demi-heure pleure qu'il quand est je vois mon tranquille. reflet dans le Évidemment, miroir, surtout le matin. Oui. C'est ça. Mais là, de la minute que j'ouvre la caméra, voilà qu'il se met à japper. Donc, toutes mes excuses. Il n'y a pas de problème. il y a Bon, pas de tout le monde va problème. bien? Oui, oui. Alors, j'utilise toujours le « il » avec toi, Brian. C'est une norme à cette Oui. émission. On pose toujours la question à tout le monde. Alors, Brian, tu vois qu'on est accompagné. Brian est en Zoom à Québec, mais il nous voit, il voit qui est dans le studio. Presque tout le monde. Je pense que tu ne vois pas Philippe Aubert-Côté, que tu dois connaître. Ah, on voit sa main. Je vois sa main. Oui, Bonjour. il y a Claude Lalande qui est président de Fierté littéraire et Alex Verville, aka Jessie Précieuse, qui va faire l'heure du compte ce week-end. Alors toi, tu nous as choisi des titres que tu veux nous proposer qui s'inscrivent un peu dans la littérature dont on va parler ce week-end, la littérature queer. Ben oui. Alors allons-y avec La vie fabuleuse des gens fabuleux de David Cloutier, chez les éditions Maison de... Ben oui, je peux commencer. Ouais, en feu, oui. Oui, je peux commencer par celui-là si vous voulez. La vie fabuleuse des gens fabuleux, un roman plus grand public de David Cloutier, paru aux éditions de la Maison en Feu. C'est son premier roman, mais peut-être que vous avez déjà lu David Cloutier. Moi, je l'avais connu, il a fait pendant quelques années des chroniques chez Urbania. Il parlait dans ces chroniques-là de choses qui lui étaient arrivées, des observations sur le milieu gay, sur le quartier, des anecdotes. C'était beaucoup des articles, ça s'appelait La foi ou G. Et je sais qu'il y a beaucoup de sujets glissants depuis le début de l'émission. On coupe ce qu'on vous dira au complet. Un de ces articles les plus marquants, moi, dont je me souvenais, c'était beaucoup, pour utiliser un euphémisme, il racontait la fois où il avait inséré une partie de son anatomie dans l'anatomie d'un autre monsieur contre rémunération. Vous irez dans Google, vous chercherez ça. Ça avait été un grand hit à ce moment-là. Donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre à cause de ce préambule-là, ces chroniques-là que j'avais lues de David Cloutier. C'est ça, vu qu'il y avait un petit côté sensationnel parfois, mais j'ai vraiment eu une belle surprise avec ce roman-là. On va suivre 3 personnages.
Il y a Mylène, qui est une actrice de télévision, qui est connue, qui travaille, mais elle est vraiment blasée par sa vie, son mariage, son mari plate. Elle est enceinte, ça lui tente pas, bref, tout va mal. Il y a Jessica, qui est habilleuse pour la télévision. Elle aussi, elle a une vie un petit peu drame, un peu plate. Elle a plus ou moins d'amoureux. Elle cherche à avoir de l'excitation un peu plus dans sa vie, devenir un peu comme tout le monde, finalement, avoir du plaisir. Et il y a aussi le personnage de Léo, qui est un jeune gay qu'on apprend à connaître dans ce livre-là. Lui, il est beau. Il est très, très beau. Il est excessivement beau. On En les tout aime cas, pas, c'est- ces gens-là. Voyons, toi. En tout cas, il est beau, c'est ce qu'il nous dit à peu près aux 3 lignes. Il est serveur au cabaret chez Mado et accessoirement, il est aussi escorte. Mais c'est pas nécessaire pour lui, là, c'est pratiquement un passe-temps finalement. Il fait ça un petit peu pour le fun. C'est un personnage qui est un peu superficiel, mais on sent que son gratte un peu, puis son analyse, notamment sa consommation de pilules de bonheur, comme ils les appellent, on se doute que ça va pas si bien que ça dans sa vie. J'ai mentionné le cabaret chez Mado. Luc qui travaille, mais aussi, on va en parler beaucoup dans cette question-là. Mado aussi va être présente elle-même, de même que Luc, l'homme derrière Mado aussi, dont on parle beaucoup parce que les personnages le connaissent, ils ont entendu parler de lui. Léo travaille au cabaret et là aussi, tout le monde est invité à un party d'anniversaire qui va avoir lieu au cabaret chez Mado dans quelques semaines. Et là, on se rend compte que tout le monde parle, tout le monde se connaît. C'est un peu ça le plaisir du roman, finalement. Ces 3 personnages-là sont liés, ils ne le savent pas, ils s'en doutent un peu. Des fois, parfois, il y a des petits liens qu'on devine, mais plus ça va, plus on se rend compte à quel point ces personnages-là sont excessivement liés, ils partagent des connaissances. Au final, vraiment, tout les rattache. Il y a des choses même qu'on voit venir, mais il y a des choses qu'on ne voit pas venir, donc ça tient un petit peu en haleine tout le long du roman. C'est un roman sur le bonheur, sur la vie, sur qu'est-ce que ça prend pour être heureux. On veut faire un peu comme tout le monde. On parle du jugement des autres, la pression sociale. On se dit, voyons pourquoi je ne peux pas être heureux comme je suis finalement, mais en même temps, on se dit, voyons pourquoi je ne suis pas plus heureux que ça dans la vie. Les 2 personnages féminins sont vraiment plus intéressants. J'ai trouvé le Jessica et Mylène. Il y avait du background, des enjeux, des réflexions. On parlait de consentement, on va parler de vie de couple, on va parler de toutes sortes d'affaires avec elle. Léo, le personnage gay, il est intéressant. On sait qu'il y a un background lui aussi, mais il est tellement superficiel un peu tout au long du roman qu'on s'attache un petit peu moins à lui, malheureusement. Littérairement aussi, on lui a donné une espèce de ton. Il y a des tournures de phrases qui, à la longue, moi, me semblaient un petit peu agaçantes, là. Mais quand même, c'est un personnage de gay qui existe, donc on l'accepte comme ça, puis on voit que c'est pas très loin de la réalité. Donc Ben, vraiment, moi, je trouvais il y a ça... plusieurs personnages gays dans la vraie vie qui sont un peu comme ça, mais bon. Oui, c'est ça, malheureusement. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'on reconnaît quand même du monde, on reconnaît ces jeunes-là qui sont vraiment dans la beauté, dans le présent, dans l'instant du Je maintenant. t'interromps, Puis, Brian. Il y a une série sur Netflix présentement que j'ai écoutée de fond en comble qui s'appelle, voyons, Smiley. Et c'est vraiment ce genre d'histoire-là. T'as un mec super beau, super baraqué, là, tu sais, les muscles, il y en a partout, puis les poils aux bons endroits, puis il est vraiment beau. Et qui a à choisir finalement dans une relation avec quelqu'un qui est comme lui ou quelqu'un qui n'est pas comme lui. Et j'ai vraiment aimé cette remise en question des corps. On retourne dans un autre imaginaire, celui de notre inconscient collectif, du mal parfait, là. ouais. On va mettre ça dans notre liste d'écoute. Je ne connaissais pas cette série-là. Mais mettez le roman de David Cloutier aussi. Vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était une belle surprise, là. Il y a des airs de légèreté, mais c'est très accessible. Ça peut aller à tout le monde, là. Vraiment, j'ai trouvé ça que c'était une belle découverte, ce roman-là. C'est son premier roman, comme je vous disais, aux éditions de la Maison en Feu. Ça vient de paraître là, il y a quelques semaines. Donc, un autre roman, c'est pas un roman, c'est un texte de théâtre. Celui-là, je l'ai lu, L'amour, avec un E, Looks Something Like You d'Éric Noël, chez Hamac Théâtre. Oui, on est dans un genre là, complètement différent, mais vous avez parlé beaucoup de littérature queer aujourd'hui. Là, on est vraiment dans le queer, absolument. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite, qu'on retrouve en livre. C'est une pièce de théâtre qui a été commandée par le Théâtre national de Strasbourg, qui a été créée en 2020. Là, c'est Hamac dans leur collection de théâtre qu'ils publient cette année. Si vous ne voulez pas lire, on peut d'ailleurs aller voir la captation de la pièce sur Internet. C'est assez facile à trouver sur Vimeo. Il y a
on voit la pièce, ça nous dure J'ai une bonne blague à faire. J'imagine que, Alex, ça va être quelque chose que tu vas faire. Tu vas voir la pièce de théâtre sur la captation au lieu de le lire. Ah non, moi j'étais encore pris sur le fait qu'il y a un serveur au Mado qui est imbu de lui-même. C'est un peu la réalité de la vie. Toutes les personnes qui travaillent au Mado s'aiment, tu sais. Je m'inclus là-dedans, là, tu sais. Travailles-tu chez Mado, toi? Ben oui. Ben, je sais pas, ça c'est compliqué. Le terme travailler, c'est un grand terme, là. Mais oui, je performe au Mado. Ah de oui, manière ok, d'accord. Je pensais que tu m'apprenais que tu étais serveur. Non. Okay. Et mon Dieu, non. Non. Et vous voulez pas que je sois serveur? Ben écoute, alors, allons-y avec donc Éric Noël. Cette pièce de théâtre, je l'ai lue. J'ai pas été voir la captation encore. J'ai pas eu le temps. Mais c'est étonnant. C'est étonnant. Oui, ben c'est ça. Puis j'ai été surpris, moi, de voir les deux, justement, en comparaison, parce que j'avais lu le livre, j'en avais une certaine image, puis là, j'ai vu la pièce. C'est assez expérimental, la pièce, là. Donc, on n'est pas dans le théâtre très classique, mais pour ceux-là qui préfèrent avoir du visuel, c'est une belle chose qu'on peut aller voir. Au début de la pièce, il dit que sa pièce aurait pu s'appeler Journal d'une personne non-binaire ou Comment je suis tombée amoureuse d'une baleine. Donc, ça vous met un petit peu dans l'ambiance. La baleine, vous la connaissez d'ailleurs, mars 2020 à Montréal, au printemps 2020, la fameuse baleine qui avait remonté le fleuve jusqu'à Montréal, qui en pleine pandémie nous avait offert un téléroman sensationnel. Est-ce qu'elle allait s'en sortir? Est-ce qu'elle n'allait pas s'en sortir? C'est cette fameuse baleine-là dont il est question dans le livre. Éric Noël, lui, a décidé de lui parler. Il va entamer une conversation avec elle. Ça va devenir une grande réflexion autour de l'être humain, de nos façons d'agir, notre conditionnement, notre liberté. Lui, il est vraiment dans une réflexion très queer, justement. Il va réfléchir sur le genre, sur son identité, sur l'humain, sur le genre humain, sur l'humain qui aurait besoin de changer. Là, il y a la baleine qui est arrivée, bien sûr, au printemps 2020, mais si on se souvient dans l'actualité, il y avait aussi à ce moment-là l'affaire de George Floyd, qui était mort, assassiné aux États-Unis par la police. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que la réflexion sur le genre humain est un petit peu plus difficile. Ça lui fait dire des choses comme « Si les humains ensemble, c'est la mort. Si on veut survivre, il faut changer d'espèce. » Rien de moins. Donc, on voit un petit peu la thématique. Ça a l'air un peu lourd comme ça, mais le texte comme tel, moi, j'ai quand même trouvé ça intéressant. Ça pousse à la réflexion. L'écriture est très woke, là. Les pronoms sont conjugués au féminin, au masculin. Tous les noms de villes, on a le nom des on va éviter ce terme-là, woke, parce que ça va nous ouvrir un débat. Mais c'est écrit, oui, dans une langue plus inclusive. Oui, ben, je voulais dire woke, ben, je l'ai mis entre guillemets dans mes notes, d'ailleurs, là, parce que il y a une façon d'écrire qui est inclusive. À toutes les fois qu'il nomme une ville, il va nommer aussi le nom amérindien de cette ville-là. Ouais. Donc, on voit que c'est vraiment des choses qui sont importantes pour lui, qui lui prennent à cœur. Il y a des personnes qui disent que parfois, ça alourdit un peu le texte. Pas dans ce cas-là. Ça coule très bien. Ça coule très bien, effectivement. Donc, puis c'est une façon, justement, quand on le voit intégré comme ça nous, même ceux qui connaissent moins ça nous réconcilie un peu avec tout ça, oui. Ben, non, il nous reste à peu près une minute. Donc, ce sont deux livres que tu proposes. Ils ne seront peut-être pas nécessairement au Salon du Livre ce week-end, mais il y a toujours moyen de moyenner parce que notre partenaire libraire est pas loin, c'est le Guélion. Alors, dans l'espoir que tu auras peut-être la chance de venir nous voir ce week-end à Montréal. Malheureusement, cette fin de semaine, je vais manquer ça, mais la littérature, oui, il y a les salons du livre, mais ça se vit à l'année. Alex, je t'invite à te réconcilier avec ta table de chevet, mettre des livres dessus. C'est très intéressant. Je dois d'abord commencer par m'acheter une table de chevet. Ça va vous demandez quel personnage est ici, hein? Oui, moi aussi, je me demande comment je vis ma vie encore. Pauvre petit magasiner, c'est un projet épouvantable. Ah, je le sais, mais c'est pas facile. Alors, c'était Brian Saint-Louis qui est notre chroniqueur littéraire à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Elle, comme dans Lire. On se revoit dans un mois. Merci beaucoup à toi. Je vais faire un petit tour de table. D'abord, je sais qu'on te voit ce dimanche, mais autrement, on te voit où cette semaine? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Cette semaine, mon Dieu, on entame un beau 4 semaines de congé pour moi en drague parce que le 8 mars, c'est mon premier spectacle à moi-même au Mado. Alors, je vous invite à venir au La Mado. journée des femmes. Ben oui, quel beau prétexte pour se déguiser en fausse femme que la journée de la femme. Oui. Ben alors, mais tu vas faire un show, tu vas être quand même en drague ce dimanche, et après ça, tu arrêtes de te raser, c'est ça? Oui, après ça, je retourne avec ma grosse barbe d'homme de Cro-Magnon qui vivait dans mon visage il y a de cela 3 ans.
Claude? Ben, on a mentionné beaucoup de choses pour le Salon du Livre, mais on fait place aussi à la poésie, on fait place à la littérature queer anglophone avec The Violet Tower, et tout de suite après les heures du conte, on a des activités pour enfants. Alors, les avant-midi de 10h à midi, il y a place aux enfants, aux jeunes. Alors, amenez vos flots. Oui. Les flots, les flounes? Oui, c'est vrai. Hein? J'ai pas pensé à un terme non genré. Non, mais c'est genré, flots et flounes, mais c'est floune pour les personnes qui s'identifient comme filles ou comme femmes. Vous savez pourquoi vous entendez du bruit? Ah, c'est parce que mon... C'est en train de te faire frauder par quelqu'un des États-Unis. Oui, c'est ça. C'est ça que tu veux nous dire. Je cherchais l'autre page de ma feuille de route. Vous m'avez tellement troublé, tout le monde. Philippe Aubert, Ouais. qu'est-ce qu'on doit surveiller dans les prochains jours? Ben, dans les prochains jours, bon, c'est sûr que moi, je vais être au Salon de fierté littéraire pour les deux activités. Mais après ça, j'ai des activités plus discrètes parce que je me ressens sur mes projets. J'ai un projet de roman d'horreur sulfureux et LGBT que je dois finir, donc je vais être en mode sous-marin. Mais ce que je veux surtout dire, c'est inviter les gens à venir au salon parce que pour les auteurs, surtout ceux et celles qui vont être en dédicace, c'est tellement intéressant de Il y en a parler une aux gens. trentaine, qui vont être là. Ouais. Venez les voir, c'est ça qui est vraiment le fun dans le métier d'auteur, c'est parler aux gens. C'est pas les livres, c'est pas les chiffres de vente, c'est les gens. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Je vous souhaite on va aller d'abord savoir comment nous contacter. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabotauteur. Merci à toute l'équipe. Je vais les nommer la semaine prochaine, mais je vous rappelle que le Salon du Livre, c'est ce week-end. Salon du Livre Queer à la Comédie de Montréal, 11-13, boulevard de Maisonneuve-Est. C'est gratuit, mais on espère une petite contribution.